Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui une équation particulière qui est l'équation suivie par un vecteur qui subit une précession. L'équation que je vous propose donc c'est dA sur dt est égal à oméga vectoriel A. C'est une équation assez courante que nous allons retrouver plusieurs fois dans l'année, que nous avons retrouvée dans le dernier devoir maison et dont il est bon de connaître les caractéristiques et surtout la solution. En fait, cette équation, vous la connaissez déjà sous une forme un petit peu détournée dans votre cours de mécanique de première année. Considérons un vecteur OM en rotation autour d'un axe fixe, par exemple ici un axe OZ, à la vitesse angulaire de rotation oméga. Vous savez que l'on peut définir un vecteur instantané de rotation, oméga vecteur, et vous savez qu'il est dirigé dans la même direction que l'axe autour duquel s'effectue la rotation, et sa composante sur cet axe-là, c'est justement la vitesse angulaire de rotation. Notez bien que oméga est une composante qui est algébrique, et donc oméga est positif si on tourne dans le sens direct par rapport à z, et négatif si on tourne dans le sens indirect. Donc ce qui veut dire que oméga, si on tourne dans le sens direct, est dirigé selon plus uz, et dans le sens indirect, donc selon moins uz. Que se passe-t-il si l'on veut calculer la dérivée du vecteur OM par rapport au temps? Eh bien pour ceci, on peut utiliser une base cylindrique tout en sachant que on prendrait l'axe Z dans la direction de oméga et il suffit juste de représenter les axes X et Y comme d'habitude. Et donc de prendre le projeté de M dans le plan X ou Y, qu'on va appeler H, et tout simplement en se souvenant que DOM sur dt c'est égal à d de OH plus HM par rapport à dt, comme ceci. Et donc en se souvenant la définition de l'angle θ, de UR et de Z en coordonnées cylindriques, on peut très bien réécrire notre expression, notre dérivée en disant que d de OH sur dt c'est égal à d de RUR et HM, il s'agit de ZUZ par rapport à dt. Alors que devient cette expression? On se retrouve pour le premier terme avec une dérivée d'un produit, donc à savoir R point multiplié par UR plus R DUR sur dt, déjà vu en première année tout ceci, et pour le deuxième, donc Z point multiplié par UZ, la dérivée de UZ par rapport au temps étant nulle, puisque UZ pour le coup est un vecteur qui est constant au cours du temps. Alors nous avons ainsi affaire à un mouvement de rotation du vecteur OM autour de l'axe Z, ce qui veut donc dire que H était une distance qui est une distance constante au cours du temps, et donc ça veut dire que le R point ici est nul. Et on se retrouve donc avec ce premier terme-là qui disparaît. Lors de la rotation, M va tourner autour de l'axe Z, toujours à une altitude qui sera une altitude constante. Donc le dernier terme s'annule également. Enfin, vous vous souvenez de l'astuce vue en première année, DUR sur dt est égal à DUR sur dθ, multiplié par dθ sur dt. Or, DUR sur dθ, c'est égal à Uθ. Je vous renvoie à votre cours de première année. Et dθ sur dt, c'est égal à oméga. Et donc, pour le vecteur OM en train de tourner autour de l'axe Z, on se retrouve avec dOm sur dt qui est égal à R oméga Uθ. A noter que ceci est valable de manière instantanée, c'est-à-dire que oméga peut varier au cours du temps. De manière instantanée, on aura dOm sur dt qui sera égal à R oméga de t fois le vecteur Uθ. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette dernière forme-là peut se mettre sous la forme oméga vectoriel, le vecteur OM. Pour vous en convaincre, il suffit juste de faire le produit vectoriel. Je vous laisse faire à la maison, mais rapidement. On a du coup oméga une composante selon Z, et le vecteur OM aura donc une composante selon UR et une composante selon Z. Et donc lorsque vous faites le produit vectoriel, vous retombez sur R oméga Uθ. Et la voici arrivée, notre formule pour la première fois dans cette vidéo. dOm sur dt est égal à oméga vectoriel OM. Donc on voit bien qu'elle traduit le fait qu'on a un vecteur OM en rotation autour de oméga, qui est son vecteur instantané de rotation. Alors notez également que je n'ai pas besoin d'avoir le vecteur OM qui aurait son point O sur l'axe Z pour vérifier cette équation.
En effet, si je prends par exemple un vecteur mm' en rotation autour de oméga, eh bien je peux toujours écrire ceci comme d de om' sur dt moins d de om sur dt avec une relation de Chasles. Et donc je me retrouverai pour om' avoir oméga vectoriel om' moins oméga vectoriel om. Ce qui nous fait du coup, en mettant en facteur commun, oméga vectoriel om' moins om, c'est-à-dire mo plus om', et donc on retrouve oméga vectoriel mm'. Revenons maintenant à la toute première équation que nous avons écrite de manière générale, c'est-à-dire dA sur dt est égal à oméga vectoriel a. Et donc pour ceci, on va représenter ce vecteur grand oméga, comme ceci, et puis le vecteur a. Alors nous venons de démontrer qu'un vecteur qui était en rotation à la vitesse angulaire oméga, eh bien vérifier cette équation. Est-ce que c'est vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'un vecteur qui vérifie cette équation est bien en rotation autour de oméga? Alors déjà, commençons par montrer que la norme de ce vecteur est une constante. Et pour ceci, calculons du coup la dérivée de la norme au carré par rapport au temps. Bon, ceci, on sait que c'est la dérivée de a scalaire a par rapport au temps. Et c'est donc égal, on a ici un produit, donc à 2 fois a scalaire dA sur dt. Or, dA sur dt, c'est égal à oméga vectoriel a. Et ce deuxième facteur ici est perpendiculaire à a. Donc clairement, le produit scalaire est nul, ce qui veut dire que la norme, du coup, de a au carré est une constante. Et donc on se retrouve avec la norme de a qui, au cours du mouvement, reste constante. Décomposons maintenant a en une composante qui est parallèle à oméga et une composante qui est perpendiculaire dans le plan perpendiculaire à oméga. Donc le a se décompose en a parallèle plus a perpendiculaire. Si l'on calcule oméga vectoriel a, eh bien il va y avoir deux parties, oméga vectoriel a parallèle plus oméga vectoriel a perpendiculaire. Mais on voit bien que le oméga vectoriel a parallèle ici va être nul, puisqu'on se retrouve avec deux vecteurs qui sont collinéaires. Et donc il ne reste que le deuxième terme, oméga vectoriel a perpendiculaire. Mais oméga vectoriel a perpendiculaire, eh bien il reste toujours dans le plan perpendiculaire. Si on le représente, ce oméga vectoriel a perpendiculaire, il ressemblerait par exemple à quelque chose comme ceci. Et donc ce qui veut dire que ce résultat-là, il est perpendiculaire à a parallèle. Donc, dans la dérivée de a qui fait intervenir a parallèle et a perpendiculaire, eh bien, cette dérivée-là, elle est perpendiculaire à parallèle. Ce qui veut dire que la dérivée de a parallèle par rapport au temps est nulle. Autrement dit, au cours de l'évolution, on va donc avoir a parallèle qui reste constant. Donc résumons, au cours du mouvement de ce vecteur, la norme de a reste constante et en plus, a parallèle reste constant. Ce qui veut donc dire que la seule possibilité pour le vecteur a, eh bien, c'est de tourner autour de l'axe oméga. Alors il reste à montrer qu'on tourne bien à la vitesse angulaire oméga. Alors je ne vais pas détailler le calcul puisqu'on vient de faire dans l'autre sens, mais l'idée serait de faire intervenir par exemple une base xy dans le plan perpendiculaire. On repérerait ici la direction de a perpendiculaire avec le vecteur UR qui serait repéré par rapport à x avec l'angle θ. Et si vous calculez le oméga vectoriel a perpendiculaire, eh bien vous voyez en fait qu'on aura un mouvement qui sera un mouvement qui se fera à la vitesse angulaire θ point, et θ point vous montrez que c'est égal à oméga. Et donc en gros, ce vecteur a perpendiculaire tourne dans le plan OXY à la vitesse angulaire oméga. Donc on vient de montrer que lorsqu'on a un vecteur qui vérifie dA sur dt égale oméga vectoriel a avec oméga constant, eh bien nécessairement on avait un mouvement de rotation de a tout autour du vecteur oméga. Et c'est ce mouvement-là de a qu'on appelle un mouvement de précession. Ce mouvement de précession, vous le connaissez par exemple avec une toupie.
Prenez ici une toupie d'axe de révolution OA qui tourne très vite autour d'elle. Si jamais l'axe OA n'est pas vertical, eh bien, on observe un mouvement de rotation du sommet de la toupie, donc OA, tout autour de l'axe vertical, comme ceci. Et ce mouvement justement de rotation de l'axe de la toupie OA autour de la verticale, c'est un mouvement de précession. Et on peut montrer que l'équation vérifiée par OA est une équation de précession comme celle que nous venons de voir. Eh bien, cette équation de précession, vous l'avez déjà utilisée sans le savoir lorsque vous avez étudié le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme et constant. En effet, si je considère une particule qui est lâchée initialement avec une vitesse V0, perpendiculaire à un vecteur B, donc un champ magnétique B, eh bien, si j'écris les équations du mouvement de cette particule, équation que vous connaissez très bien, eh bien, on peut mettre cette équation-là sous la forme d'une équation de précession. En effet, dV sur dt est égal à moins QB divisé par M sur le vecteur UZ, vectoriel V. Et vous reconnaissez en QB sur M la pulsation cyclotron. Et donc le vecteur oméga dont on parlait précédemment, il s'agit de moins oméga C fois le vecteur UZ. Alors pour voir ce qui se passe, dans le cas où V0 est perpendiculaire à B, je représente la situation en vue de dessus avec l'axe Z, donc le champ magnétique B qui vient vers nous, et donc X et Y comme ceci. Je considère le cas par exemple d'un électron. Et dans ce cas, on a oméga qui est selon plus UZ. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le vecteur V? Eh bien, initialement, notre vecteur V donc, est dirigé dans la direction X. Eh bien, notre vecteur V va se mettre à tourner au cours du temps. Il va tourner de manière directe par rapport à l'axe Z. Et pour la trajectoire de la particule va commencer en allant en ligne droite, devant selon X, va tourner et ensuite va se retrouver ainsi lors de la rotation, à revenir comme ceci, donc avoir une trajectoire qui sera circulaire. On voit bien que tout au long de sa trajectoire, sa vitesse ici était égale à celle-ci, elle a commencé à se courber, puis à prendre cette valeur-là pour se retrouver selon l'axe Y, pour ensuite se retrouver à plonger vers l'arrière, enfin on se retrouve selon l'axe moins X, etc. Vous avez compris, ceci explique le mouvement de rotation de la particule. Si maintenant le vecteur initial vitesse n'est pas perpendiculaire au Z, eh bien au cours du temps, il va se mettre à précesser, comme on l'a dit, puisque l'équation de toute façon est la même. Ainsi, sa norme va rester la même au cours du temps. On va juste avoir rotation du vecteur vitesse avec, vous voyez, la composante selon Z qui restera la même au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la composante perpendiculaire, comme on vient de le voir, elle va du coup tourner à la vitesse angulaire oméga, alors que la composante verticale gardera toujours la même valeur. Et ça, en termes de trajectoire, on l'a étudié en cours, on va se retrouver avec un mouvement conjugué de rotation dans le plan X ou Y, avec une translation qui se fait à vitesse constante selon UZ. On aura donc notre trajectoire hélicoïdale. Il y a un dernier cas que j'aimerais aborder, il s'agit du cas de la précession du moment dipolaire magnétique porté par un atome. Alors le moment dipolaire magnétique d'un atome, on en a déjà parlé dans le cours de magnétostatique. Vous vous souvenez, on avait réussi à montrer qu'il y avait un facteur de proportionnalité entre le moment dipolaire magnétique de l'atome et son moment cinétique. Et la proportionnalité entre les deux, c'était le facteur gyromagnétique, gamma. Eh bien, plaçons un tel atome dans un champ magnétique uniforme B ainsi représenté. Si j'applique le théorème du moment cinétique, je vais donc avoir que dl sur dt est égal au couple extérieur. Et le couple extérieur, si vous vous souvenez, pour un dipôle magnétique, c'est m vectoriel B. Or, dl sur dt, je peux le remplacer. Je me retrouve du coup avec 1 sur gamma. dm sur dt est égal à m vectoriel B. Et là, encore une fois, on retrouve que dm sur dt est égal à moins gamma fois b vectoriel m. Et on a encore une fois une précession.
C'est-à-dire que le vecteur M va tourner selon un mouvement de précession autour du champ magnétique B en gardant la même composante qu'on va noter MZ, composante dans la direction ici du champ magnétique. Cette composante MZ est une constante au cours du mouvement de précession. Cette précession est appelée précession de Larmor. C'est cette précession de Larmor en particulier qui est utilisée dans la RMN, donc résonance magnétique nucléaire, et on va jouer sur le fait que cette vitesse de précession ici angulaire va dépendre du facteur gamma gyromagnétique qui dépend des différents types d'atomes. Et donc grâce à ça, on peut faire une caractérisation des différents atomes.